Donc, si classiquement, on se réunit de façon mensuelle dans un cercle de réflexion éthique, là, les mesures de déconfinement, même si elles sont effectives, font qu'on a choisi ce type de format pour faire participer au même moment plusieurs personnes à cette réunion dont la thématique nous paraissait primordiale. Donc, aujourd'hui, on réunit des amis de l'Institut Raphaël, des soignants de l'Institut Raphaël, et on a une témoin, Laetitia, avec qui je vais travailler aujourd'hui, pour faire la synthèse d'un sujet qui nous semble important. Donc, pourquoi ce sujet? La place des femmes dans les soins et dans le care. Alors, on a choisi ce sujet, d'abord parce qu'il nous importait. Vous savez qu'à l'Institut Raphaël, on a 70 femmes pour 17 hommes, à peu près, le ratio. On va voir, hein, je pense que beaucoup d'entre vous en parleront. C'est le ratio qu'on trouve dans beaucoup de disciplines médicales, paramédicales, dans les soins, et c'est le sujet du jour. Alors, est-ce que soigner et prendre soin sont naturels? Et à ce moment-là, ils relèvent d'une différence de genre, en partie, ou bien ce sont des actions culturelles, et elles s'intègrent aussi dans une forme de féminité. Et c'est ces réponses qu'on attend. Alors, pour introduire la discussion, on va chercher finalement quelques éléments. La santé et l'action sociale constituent un secteur d'activité qui compte une proportion très élevée de femmes en France. Au sein des activités de santé, plus particulièrement, les femmes sont très largement majoritaires et la féminisation n'a cessé de croître, avec une tendance qui est à l'augmentation. Donc cette tendance, elle devrait se poursuivre avec l'arrivée sur le marché du travail de promotions nouvellement diplômées de plus en plus féminisées, y compris des professions médicales, parce qu'on va parler de l'ensemble des soins, qui sont restées souvent jusqu'à présent plus masculines, comme certaines disciplines de chirurgie, ou chirurgie dentaire, ou chirurgie urologique, ou autre, on va en parler. Donc, d'une profession de santé à une autre, le taux de féminisation est très variable. Schématiquement, on a plusieurs grands groupes de professionnels qu'on a distingués dans les différentes discussions qu'on a pu avoir, avec différents critères. Il y a des professions très fortement féminisées depuis longtemps. Vous connaissez tous les sages-femmes, les orthophonistes, les orthoptistes, les aides-soignants, les agents hospitaliers. Alors, on est très généreux pour les hommes si on disait qu'il y a plus de 70% de femmes, parce que ça va même jusqu'à plus de 90% sur certaines disciplines, si bien que des fois on oublie de dire qu'il existe des infirmiers, on dit une infirmière. C'est pas bien pour les infirmiers, mais en fait ça correspond à une réalité. Alors, il y a aussi un type de profession en santé dans lequel les femmes représentent les 2/3 des effectifs, comme les pédicures podologues, un peu plus masculinisés que les aides-soignantes ou que les sages-femmes, quand même, et les pharmaciens. Et on oublie souvent les acteurs paramédicaux dans les études. Et nous, à l'Institut Raphaël, on met en avant beaucoup de soignants qui ne sont pas forcément reconnus comme étant des soignants, alors qu'ils soignent au quotidien et qui prennent soin. Alors, on va en discuter, ce qui les précarise d'autant plus, c'est peut-être que la précarité et la féminisation, dans la société telle qu'elle est construite, ça va aussi un petit peu ensemble. Voilà. Donc ensuite, on a d'autres professions, il ne faut pas qu'on les oublie, les opticiens, les masseurs kinésithérapeutes, les audioprothésistes, qui sont aussi un peu plus féminisés. Donc la médecine, c'est aussi une profession de santé. Je vais dire quelques mots parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de médecins autour du Zoom, mais c'est important de voir au sens large. La médecine, c'est une profession où la féminisation a été très étudiée. En 2004, la profession comptait 37% de femmes. C'est un taux légèrement supérieur à la moyenne des professions libérales. C'était à l'époque 36%. Donc on était en 2004. Dorénavant, les femmes sont majoritaires dans toutes les facultés de médecine et leur proportion est très élevée. On a plus de 2/3 des promotions dans la plupart des facultés de médecine. Même pour l'ordre des médecins, je n'ai pas les chiffres à jour, mais des chiffres anciens parlaient déjà de 56% de femmes. Dans les tranches de 35 ans, ensuite, quand on allait sur la tranche 35-50 ans, on était à 41% de femmes, et à plus de 50 ans, on était à 29% de femmes. Donc vous voyez bien qu'il y a des histoires générationnelles et de contexte. La féminisation en médecine donc, devrait être croissante quand on regarde
le profil des études, parce qu'on sait qu'on doit tous passer par ces études avant d'accéder. Alors, pour l'ordre des médecins, ça a un impact, tout ça, parce que la manière d'exercer d'une femme est peut-être un peu différente, parce que souvent, les femmes ont plusieurs charges. Je parle notamment des charges de famille, etc. Et puis, dans la vie d'une femme, il y a le congé maternité. Même s'il existe un congé de paternité, ce n'est pas l'équivalent. Et donc, on sait que lorsqu'on fait des prévisions, puisque les professions sont féminines, on va changer notre manière de l'aborder. Il y avait des spécialités avant qui n'étaient pas pour les femmes, comme l'urologie. Et maintenant, vous avez des villes où il y a plus d'internes en urologie femmes que hommes. On a quelques domaines comme la gynécologie où on a toujours eu une propension, mais les spécialités à garde en général étaient plus délaissées par les femmes, à garde et astreinte. Alors que des spécialités comme la dermatologie, la gynécologie médicale, l'ophtalmologie, ça a toujours été hautement féminisé. Mais en médecine, on voit que tout ça s'est inversé. Donc, on va vraiment parler de l'ADN du soin, du prendre soin et de la place des femmes. Et j'en finirai pour dire que, comme on a voulu construire cette réunion, on a voulu la construire de façon un peu humaine, pas chiffrée et sociologique, c'est-à-dire essayer de trouver les idées avec lesquelles on peut répondre. Quelles explications on peut donner à cette féminisation? Je ne veux pas, et on en discutera avec Laetitia, avec tout le monde pour la synthèse, je ne veux pas qu'on occulte le fait qu'il y a beaucoup de vocations, mais il y a des gens qui ne peuvent pas assumer leur vocation parce qu'on a précarisé certaines professions de soins. On a laissé beaucoup au secteur associatif, au bénévolat. Et donc, il existe encore ce concept de chargé de famille. On a souvent dans une société peut-être orientée vers des genres laissés assumer à des hommes. Donc, il ne s'agit pas de faire le procès des hommes dans la manière dont ils s'investissent dans le soin, mais la réalité sociale de l'économie de ces systèmes de soins fait que les hommes aussi ont peu accès à certaines disciplines, même en voulant les faire. Parce que la valorisation sociale, le regard, le côté financier, ça entre en jeu. Donc, on n'est pas sur un féminisme à brandir la qualité, c'est les femmes et les hommes, on les jette à la poubelle. D'ailleurs, je défendrai les hommes, il n'y a pas beaucoup d'hommes autour de ce bureau, mais on est plutôt en train de dire, essayons de trouver les arguments pertinents. J'espère qu'on pourra recueillir vos témoignages pour qu'ensuite on puisse les structurer et puis faire valoir nos réflexions communes. Donc, il est urgent de me taire, l'introduction était longue. On va donc procéder de la sorte. On va ouvrir le micro, une par une, de soignants qui vont avoir quelques minutes, 5-6 minutes, pour dire ce qu'elles pensent de ce sujet. Ensuite, on posera une ou deux questions à chaud. Et puis, comme on a 5 interventions, on fera une synthèse à la fin. Voilà. J'espère que vous prendrez plaisir, comme moi, a priori, et qu'on justifiera bien que c'est une thématique sur laquelle on doit vraiment continuer à travailler. Donc, je vais demander en premier lieu à Marie Alavoine d'ouvrir son micro. Marie est onco-esthéticienne à l'Institut Raphaël. Elle est engagée. Elle travaille aussi sur la coordination des parcours. On a déjà eu l'occasion de travailler avec elle sur ces sujets. Donc, Marie, je te donne la main. Bonjour. Alors Alain, merci d'avoir organisé cette réunion conférence sur un sujet qu'on a brièvement évoqué ensemble il y a quelques semaines. C'est un vaste sujet, complexe mais nécessaire. Et comme j'ouvre aujourd'hui la conférence, il me semble un peu juste de commencer aussi par expliquer ce qu'est le care et l'éthique du care, dont j'avais peu de notions en fait. Pourtant, évidemment, dans une discipline qui est très féminine, donc très intéressante pour moi, en tout cas, cette conférence aujourd'hui. Donc, l'éthique du care est souvent reléguée à quelque chose d'inné et que l'on suppose lié à l'instinct maternel et de fortement genré. Les femmes seraient par nature plus enclines au care que les hommes, dans le monde du travail, de l'économie, du commerce, de la politique. La sollicitude, la bienveillance et le fait de favoriser les relations interpersonnelles et sociales sont souvent perçus comme des faiblesses et relégués à un type d'activité qui ne pourrait pas être forcément appris, valorisé ou monétisé. Il est pourtant difficile d'imaginer une société aujourd'hui qui serait pourvue de ces activités qui sont de cet ordre. Donc pour moi, c'est avant tout l'occasion de discuter des différences hommes-femmes, des stéréotypes et forcément du care dans ma propre discipline qui est l'onco-esthétique. Encore une fois, un domaine
rarement tenues par des hommes. Donc, réfléchir au care demande aussi pour moi de réfléchir à comment je le fais, comment je fais mes soins et comment je fais rentrer le care dans ma discipline. À moi d'assurer que je n'entretiens pas un processus de domination, que ce soit en exigeant du care des personnes vulnérables avec lesquelles que je reçois ou avec lesquelles je traite, donc des femmes, des personnes malades, des personnes racisées ou encore des personnes dans des situations de dépendance aux soins, justement. Une des principales critiques formulées contre la théorie du care est qu'elle peut être justement interprétée comme essentialiste, c'est-à-dire que tout en cherchant à revaloriser le féminin et l'approche dite féminine des soins, elle tend à essentialiser les rôles définis dans le travail du care. Donc les femmes sont vues normalement comme prédisposées au care, comme on a dit tout à l'heure, hein, les qualités de la femme, tandis que les hommes sont vus souvent comme plutôt l'objet du soin plutôt que le soignant. Donc toujours ce côté un peu maternaliste. Mais non, le care n'est pas inné, il s'apprend un petit peu comme on apprend à canaliser ses émotions en sophrologie. On peut apprendre à développer le sens de l'écoute, l'empathie par exemple. Donc réfléchir à la place des femmes dans le soin et dans le care, pour moi c'est une réflexion qui même en 2020 semble délicate mais prometteuse et qui m'a amenée à d'autres réflexions sous-jacentes. Comment ancrer davantage les existences masculines dans le souci des autres? Comment rendre moins féminine justement cette sollicitude dans le soin? Les réponses que j'ai trouvées, qui ont été apportées ces derniers temps dans les médias ou autres pour expliquer la rareté des hommes dans l'univers du soin m'ont paru en tout cas nettement insuffisantes, voire insatisfaisantes en tout cas. Et je trouve qu'elles ne rendent pas compte d'une réalité qui est beaucoup plus complexe que ça. Donc l'éthique du care reposerait, d'après tout ce que j'ai pu lire, sur une dégenreisation du soin, mais le soin, dans une nature plutôt féminine, s'inscrit dans une transmission, ainsi que dans l'histoire, pour ma part, de l'esthétique. Pourtant, la genreisation contribue à une quête de reconnaissance sociale chez la femme depuis longtemps, par les femmes et pour les femmes. Et pour finir, donc, je fais un tout petit point sur l'Institut Raphael, qui a quand même été fondé par un homme, qui est président, précurseur, initiateur, et qui a donc osé, si on ose croire, si on ose comparer en tout cas à tout ce que moi j'ai pu lire, qui a osé sortir de l'obscurantisme patriarcal puisqu'il a créé des soins à 85% tenus par des femmes qui ne font pas que des soins mais qui sont aussi des formatrices. Les formations qui normalement sont plus représentées par la gente masculine puisque pédagogie et ce côté didactique. Voilà. Donc 85% de femmes en thérapeute à l'Institut Raphael, mais aussi donc, des formatrices. Et dans ma discipline, l'oncoesthétique, et avant l'oncoesthétique, c'était l'esthétique tout court d'ailleurs, un domaine qui est en fait la fabrique de la beauté et qui est de loin le domaine le plus stéréotypé et plein de clichés sur lequel on a beaucoup pu débattre, je pense, ce dernier siècle. Il n'est pas rare, moi, que je vois des yeux s'écarquiller quand je dis que je reçois des hommes dans mes soins, même malades, entre 20 et 70 ans, en soins onco-esthétiques. Tout en étant pourtant socialement dévalorisées encore, les esthéticiennes créent un lien social, créent du lien social et recueillent une parole parfois difficile à dire et un corps pénible à montrer. Donc le care a toute sa place dans l'esthétique. La création de l'oncoesthétique, pour moi, représente une petite révolution du côté du thérapeute d'abord, de la femme, donc reconnue socialement par le sens qu'elle apporte dans le milieu médical, qui est donc normalement dit plus masculin, et du côté de la femme malade, qui trouve un endroit où elle se sent belle, où elle se sent femme, loin des jugements de la société et des carcans de beauté de la société. Donc voilà, je terminerai juste en disant que s'il est vrai que ce serait surprenant
pour certains d'avoir affaire à un onco-esthéticien. Moi, je veux bien nous mettre au défi à l'Institut Raphaël de recruter un homme que je formerai. Bah, écoute, voilà, le défi est lancé. Le défi est lancé. Bravo. Bravo, merci, parce que sur la forme, c'est comme une très belle planche. Hein. On a eu de la chance parce qu'elle était souriante et dynamique. Ensuite, tu as mis en exergue mon propre côté féminin. Voilà. Ce serait dangereux. Hein. Ensuite, je retiens un truc, et ça, c'est assez important, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion. Est-ce que c'est, on en appelle au sens inné des femmes, dans le soin et dans le care, ou est-ce que c'est un apprentissage, ce que tu nous as dit? Auquel cas, si on n'arrive pas à répondre à cette question, on ne pourra jamais améliorer nos performances dans le soin. Parce que si tu appelles le sens inné, tu n'attends de recevoir que ce que la personne peut donner, et c'est déjà pas mal. Si c'est un apprentissage et c'est professionnel, ce n'est pas du tout l'inné qui compte, c'est l'acquis. Auquel cas, on va développer des formations, des expertises, et cette performance, cette valeur ajoutée, elle va être importante, parce que nos patients méritent le mieux. Donc la simple question de savoir si c'est inné, le sens maternel, ou si c'est quelque chose qui s'apprend, et ça n'a rien à voir avec le genre, c'est fondamental pour notre niveau de performance. Donc il faut vraiment qu'on règle ce problème du pourquoi on n'arrive pas à relier le care et le soin à quelque chose de pas forcément genré, voilà, comme tu l'as dit. Bravo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu trouves que c'est injuste? Je vais prononcer le mot, allez, même si c'est difficile. La justice, ce n'est pas la justesse. Est-ce que c'est injuste qu'il n'y ait pas plus d'hommes dans le soin et dans le care? Ton petit moment politique. Oui, c'est injuste, puisque, enfin, injuste, ouais, je ne sais pas si c'est le mot juste, justement, mais en fait, c'est ce qui crée un gap, un fossé, mais c'est ce qui en crée, hein, c'est la société patriarcale qui a créé cette barrière. Et comme tu disais juste avant, c'est pas inné, c'est quelque chose qui est ancré, mais pas inné. C'est ça la différence, en fait. Donc, ça reste un apprentissage. On n'a pas les traits dits de notre genre. On n'a pas les traits parce qu'on est femme ou parce qu'on est homme. Bon, après, c'est sûr que c'est un autre sujet, mais dans ces cas-là, comment on fait si on fait partie d'une communauté LGBT, trans, etc. On se situe où? Je pense que c'est pas binaire, c'est pas blanc, noir, homme, femme. Et, voilà, donc Valorisons les ça reste un compétences. apprentissage. C'est pas inné, c'est pas. Valorisons les compétences des soignants en détachant le soin du côté maternel exclusivement. Ouais. Okay. Merci beaucoup, Marie. Alors, comme on a plusieurs présentations, je pense qu'il va y avoir des liens entre chacune. Donc, on va laisser chacun prendre la parole. On va demander à Sandrine, qui est sophrologue, qui a aussi une vraie bonne réflexion sur ce sujet. Et donc, Sandrine, toi, en tant que sophrologue et en tant que tout, en fait, hein, vas-y. Ok, bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai pas fait cette présentation sous la profession de sophrologie, mais plus sous l'angle du care, parce que en fait, je me suis rendu compte quand tu as lancé le sujet que c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et effectivement, après ça, quand j'ai commencé un peu à regarder le sujet, il y avait effectivement ce côté un peu binaire homme-femme. Et cet écueil à éviter de ne pas tomber sur cette agression et sur ce côté hyper féministe d'être contre les hommes. Donc, moi, j'ai essayé de faire une présentation qui parle plutôt de l'origine pour comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Et puis, j'ai essayé de tirer 2-3 points pour trouver peut-être des solutions pour avancer. Donc, je vais vous lire ma présentation en commençant par le care. Donc, dans le domaine du care, ce que l'on peut résumer par attention et soins autrui, qui s'occupe des patients, des résidents, dans les hôpitaux, les maisons de repos et de soins. Eh bien, effectivement, la plupart du temps, ce sont des femmes. Et pourquoi ces tâches sont-elles largement assumées par les femmes? Est-ce parce qu'elles ont des aptitudes naturelles pour assister les plus fragilisés de notre société? Le souci d'autrui et la responsabilité liée à la prise en charge des autres, particulièrement des personnes les plus vulnérables, sont au cœur du care. Et donc, la définition que l'on peut en donner est une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible.
Donc, par le terme « monde », il faut comprendre nos corps, nous-mêmes, en soutien à la vie. Donc, on se rend compte vraiment que là, c'est vraiment quelque chose de global, le care, et je vais le développer après. Donc, si la sollicitude, l'empathie et toutes les valeurs du care appartiennent à la communauté, alors pourquoi ces valeurs ont-elles été attribuées aux femmes ? À un moment donné ou à un autre de notre existence, n'est-ce pas la relation aidant-aidé qui doit être centrale dans notre société? N'est-ce pas à la lumière de cette relation que nous devons repenser à nos fonctionnements? Donc cette interrogation n'est pas anodine car le care n'est pas sans conséquence sur la santé physique et mentale des femmes. Si tous s'accordent pour dire que l'éducation, les soins, la sollicitude à l'égard d'autrui sont importants, pourquoi reste-t-il invisible et mal payé? Et ça, c'est vraiment des valeurs essentielles pour le bon fonctionnement d'une société humaniste. Donc, comment le care peut devenir un domaine professionnel non genré malgré une surreprésentation des femmes? Donc, comment on en est arrivé là? Donc, en nous tournant vers l'histoire, et particulièrement au XVIIIe siècle en France, Pierre-Jean-Georges Cabaniste, qui est médecin et philosophe et homme politique adhérant au principe de la Révolution française, affirme que les hommes ne sont nullement propres à servir les malades. La nature semble avoir réservé aux femmes seules cette honorable fonction. Cabaniste se livre entre autres à des comparaisons sur les qualités supérieures dispensées par les femmes au regard de ceux offerts par les hommes. Donc on voit bien que là, la présence des hommes dans l'univers de soins ne correspondait pas du tout aux valeurs des élites de l'époque. Donc les valeurs sociales étaient en mutation et les élites imposaient de nouvelles normes. On a vu aussi se nouer à l'association entre moralité des femmes et sentiments moraux. C'est l'époque où la vie économique commence à s'écarter de la vie familiale. La famille apparaît comme le rempart contre la vanité, la corruption et l'intérêt personnel, caractéristique de la sphère publique. Donc, il est revenu aux femmes d'incarner le sentiment de sympathie, de bienveillance et d'humanité. La maternité confondue avec les tâches de maternage qui représentent les soins au bébé et la petite enfance, soit la figure de la mère, qui est devenue le modèle de la sollicitude, du souci des autres et du soin. Donc, pour le dire autrement, la maternité a contribué à justifier cette assignation, désengageant les hommes des tâches liées aux soins aux autres. Voilà, et pourtant, au cours des siècles passés, les hommes étaient présents et parfois plus que les femmes dans les milieux du soin. Et c'est l'historienne Yolande Cohen qui affirme « Centrée sur le corps et son entretien de la naissance à la mort, les pratiques soignantes d'avant l'ère chrétienne sont exercées selon les régions par des experts, hommes ou femmes, qui connaissent les plantes médicinales. » Donc, le clivage observé aujourd'hui entre les soins et la médecine, entre le cure et le care, c'est vraiment un clivage qui se fait en fonction de genre, est assez récent dans l'histoire. Si avant la Renaissance, cette séparation existait, elle était beaucoup moins nette que celle qu'on observait aujourd'hui, car le soin aux autres continue d'être assumé majoritairement par des femmes, que ce soit dans le cercle professionnel ou familial d'ailleurs. Donc, les conséquences, je vais vous parler maintenant des conséquences des incohérences de genre, donc en très peu de temps, évidemment. Au fil des siècles, les hommes et les femmes se sont vus confirmés ou confinés dans des rôles spécifiques, c'est-à-dire qu'il est attendu un certain comportement. Le travail que cela implique est considéré comme naturel puisque le care est associé à des qualités du genre féminin. Difficile alors de reconnaître qu'il s'agit d'un travail à part entière et encore moins d'un travail difficile. En résulte un manque de considération et une mauvaise rémunération. De plus, combien de soignantes sont obligées de faire le grand écart pour arriver à concilier la vie professionnelle et la vie privée? Comment pallier au fait que ces femmes s'essoufflent en cours de route ou finissent littéralement lessivées physiquement et mentalement? S'ajoutent à cela d'autres incohérences de genre, notamment que les hommes ne sont pas adéquates dans le rôle de soignants. Comme les infirmiers par exemple, ce type de préjugé a plusieurs effets décourageants sur les hommes qui travaillent dans ce domaine. Ils sont souvent perçus comme non conformes à ce qui est socialement considéré comme normal pour une personne appartenant au genre masculin.
Donc, dans les milieux de formation en soins infirmiers, par exemple, se trouveraient des professeurs considérant que les étudiants masculins n'ont pas les habiletés naturelles pour acquérir les compétences infirmières. Leur situation nous interpelle-t-elle? Et qu'est-ce que cela révèle de notre société? Une autre question se pose alors, pourquoi les métiers liés aux soins sont-ils si dévalorisés et précarisés aujourd'hui? Comme nous l'avons vu au cours de l'histoire, des mécanismes de domination renforcent une image négative du care. C'est ce qui explique notamment une recherche-action de l'association belge Femmes et Santé. Je cite, « Les mécanismes de domination sont spécifiques selon les genres, donc c'est ce qu'on a vu, mais aussi selon les contextes politiques, on a vu aussi à travers l'histoire, et économiques, et selon l'appartenance ethnique. Ce qui pourrait donner être femme d'origine étrangère et avec un revenu socio-économique faible renforce l'assignation au care et aux répartitions inégales des rôles. » Voilà, tout ça pour dire finalement comment faire évoluer cette posture dans le soin, la posture du genre. Donc, nous pourrions imaginer revaloriser le soin de façon économique. Les moments où nous avons besoin des autres sont nombreux, évidemment, de l'enfance, adolescence, maladie, accident, grossesse, vieillesse. Sans le soin à l'autre, la société humaine s'effondrerait très vite. Il est donc primordial de la revaloriser. Cela passerait notamment par une meilleure rémunération des emplois liés au care et plus de moyens dans ce secteur. Ou bien déconstruire les stéréotypes. Comment dépasser la croyance que le soin est émotionnel? N'oublions pas que l'objectif du soin est de rendre à un autre son autonomie, dans la mesure de ses capacités. Le processus du soin, c'est donner à l'autre toutes les possibilités de regagner sa liberté. Cela dépasse les gestes de soin et l'affect. Une autre solution serait de continuer et de développer les études sur la notion du genre au sein des institutions et des organisations de santé, car nombre d'exemples montrent que les codes sociaux se traduisent au-delà des différences biologiques par des stéréotypes professionnels qui construisent des inégalités et stigmatisent les hommes et les femmes. Enfin, nous pourrions envisager la dégenrisation du care. Comment ancrer davantage les existences masculines dans le souci des autres? Comment rendre moins féminine la sollicitude et développer l'intérêt que nous devons porter aux hommes soignants, entre autres, investissant la profession infirmière aujourd'hui, tout comme hier? Pourquoi faut-il s'intéresser particulièrement à ces hommes? Parce qu'ils ont investi une profession historique et profondément inscrite dans le féminin et qu'ils contribuent entre autres au souhait de dégenrer les soins infirmiers. Donc, et si la dégenrisation des soins contribue à accepter nos différences de genre pour mieux vivre notre interdépendance et notre vulnérabilité? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Sandrine pour cette excellente intervention également, comme Marie. Alors j'ai vu un petit sourire quand tu as cité Cabanis. Alors il y a beaucoup qui ne savent pas que le plus grand hôpital de psychiatrie en France s'appelle Sainte-Anne, c'est rue Cabanis. Ok. Celui même qui disait qu'il fallait laisser les soins aux femmes. Et donc, il faut peut-être, puisqu'on est en train de déboulonner les principaux référents historiques de notre République, il y a peut-être une histoire aussi du côté de Sainte-Anne. Alors, autant Marie nous avait apporté cet éclairage sur l'inné et l'acquis. Finalement, ce n'est pas le sens inné auquel on fait appel, mais c'est plutôt ce qu'on va acquérir, et donc ce qui va être important pour les apprentissages et pour la performance. Toi, tu es parti aussi sur des notions comme la culture. Finalement, il y a une histoire politique dans ton engagement, là. Ouais. Une histoire de culture, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans un phénomène naturel, s'occuper de l'autre, c'est la culture, et tu as très bien dit ça. Ce n'est pas la réalité, finalement, qui fait que le genre féminin s'occupe plus du care et du soin. C'est la perception de la réalité de ce que représente le soin. Exactement. Donc, il y a une vraie histoire de culture. Donc, Marie était dans l'inné et l'acquis, et toi, tu es dans la culture et dans la nature. Donc, finalement, il y a une culture à réinstaurer, et tu proposes même des solutions, aller étudier dans les professions féminisées du care, la manière dont on a su braver les idées préconçues, cette perception de la réalité, et puis des propositions vraies, c'est-à-dire qu'il y a des choix de société à faire. Donc, aller rémunérer, et on en est tous convaincus, rémunérer correctement des personnes qui soignent,
ça donnerait accès peut-être à l'effacement de certaines inégalités hommes-femmes dans la représentativité dans le soin. Il y a eu aussi une vraie notion qu'on défrichera, on prendra le temps, c'est-à-dire que tu as beaucoup parlé, comme Marie aussi, des rapports de force, des rapports sociaux, mais qui sont des rapports de force. Ils ne sont pas forcément les rapports de complicité. Parce que dans les rapports, tu as des rapports de complicité et de force, ce n'est pas pareil. Et donc, tu as parlé de domination, tu as du mot domination. Ouais. La domination n'est pas seulement par l'argent, elle est aussi sur l'image mentale de ce à quoi on correspond dans la perception de l'autre, dans son regard. Donc, en fait, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on reviendra. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur une thématique, on met toutes les idées en place et ensuite, on travaillera dessus parce qu'on verra que finalement, on peut déboucher sur quelque chose d'un peu fort qui peut faire naître des vocations ou bien assumer finalement le fait. C'est pas parce qu'on est une femme et qu'on est dans un métier de femme qu'on est forcément bonne. Il y a un moment où il fallait acquérir la performance. Ça ne suffit pas d'être naturellement, soi-disant, prévu pour ça. C'est pas vrai non plus. Donc en fait, on ne se bat pas pour qu'il y ait plus d'hommes. On se bat aussi pour que les femmes, elles se disent, on a un niveau à acquérir, ce n'est pas notre côté féminin qui soigne. On est des femmes, certes, on a accepté certaines choses, mais ce n'est pas là l'histoire. Oui, exactement, je suis assez d'accord avec toi dans le fait que l'idée, là, c'est pas, en tout cas pour ma part, d'avoir une égalité avec les hommes et qu'il y ait plus d'hommes aussi, c'est effectivement d'améliorer les conditions du care. Après, peu importe si les hommes ont envie de venir, peut-être qu'une fois que les conditions seront améliorées, il y aura plus d'hommes, mais voilà. C'est pas très courageux, tu veux dire, un homme, hein, c'est ça, hein. Pas du tout. Là, je trouve que les hommes sont très courageux et je veux pas du tout ça n'accouche pas, ça râle quand il est malade. C'est une constante, hein, c'est une constante de genre aussi. Alors, on va te remercier, Sandrine. Merci. On va demander, tout le monde se marre parce que tout le monde vit la même chose. Vous êtes dégueulasses, mesdames. On va demander à Lucienne. Je suis enregistré en plus, hein, tu vois, ça reste. Propos macho. Propos macho. Ouais. Mauvais point. Lucienne, qui est donc sur le Marie à l'avoine, tout comme moi, je m'appelle Sophie Morello. Et donc, Lucienne, nous te donnons la parole. Tu fais de l'hypnose, de la représentation mentale positive. Voilà, tu as un accompagnement qui mélange quand même pas mal de disciplines, qui est encore très humain, comme les soignants, tous les soignants de l'Institut. Oui, bonjour à tous. Moi, je n'irai pas dans cette dimension politique, sociale, sociétale du prendre soin, de la place de la femme soignante ou pas dans le soin. J'ai choisi de traiter ce sujet sous un autre angle, sous le prisme de ma pratique et d'explications importantes, en tout cas, dans la prise en soin de l'émotionnel dans le parcours de la maladie et s'agissant de la cancérologie, dans sa version intégrative, ce que l'on fait à l'Institut Raphaël. Ne pas dissocier la partie médicale du soin, ça c'est l'affaire des médecins. Moi, je m'occupe d'une autre partie qui est la partie de la relation entre les émotions, le corps et la capacité à prendre soin de soi ou la capacité à être résilient face à la maladie. Donc, pour diagnostiquer les maladies et soigner leurs patients, les médecins interrogent entre autres l'histoire de la maladie par la symptomatologie, la biologie, l'imagerie. Moi, j'interroge le sens du mot maladie dans son expression primaire, de mal qui a dit quelque chose. Tout simplement en écoutant le langage du corps, qui est un langage qui ne sait pas mentir. En hypnose, ce sont les émotions associées aux représentations mentales qui renseignent la personne sur les obstacles qui empêchent la santé et qui génèrent une émotion. Par exemple, quand la maladie cancer est associée et représentée par un poignard planté dans le dos, on peut comprendre que l'émotion qui est générée est la trahison, notamment. Le patient devient un enquêteur, médecin de lui-même, à la recherche de la blessure émotionnelle inconsciente, co-responsable de la maladie ou du désintérêt de soi qui a entravé la notion du care, donc du prendre soin de soi. Nous voici au cœur du sujet de la femme dans le soin. La nature féminine est peu ou prou associée dans l'inconscient collectif à une impression immédiate faite de douceur, d'inclination à protéger, à sécuriser, voire même soigner. Cependant, il est important de se rappeler que le corps de la femme est le premier lieu de vie de chaque être humain. Il peut être la scène où se joue la future santé de cet être qui deviendra un jour un adulte.
Il peut être un lieu de souffrance émotionnelle, inaudible et ignorée. Ce corps donc de mère, ce corps de mère connecté au cerveau, qui accueille l'enfant à naître, est le premier environnement qui va interagir avec le fœtus. Il faut savoir qu'entre le 3e et le 4e mois de grossesse, ce sont 5000 neurones par seconde qui sont produits, pour atteindre les 100 milliards de neurones. À 6 mois de grossesse, toutes les cellules nerveuses sont opérationnelles. Il y a un phénomène unique qui s'exerce et qui est totalement fascinant, c'est l'apoptose, donc l'élimination cellulaire naturelle des cellules nerveuses inopérantes. Ainsi, dans le ventre de sa mère, l'enfant prend conscience de son environnement, écoute les bruits du cœur. C'est un véritable baromètre de ses activités, mais aussi de ses émotions heureuses ou de ses chagrins. Ce bébé, cet enfant, entend et reconnaît la voix de ses 2 parents, leur odeur, saura si le ventre est caressé ou pas via la production d'ocytocine, qui est une hormone de l'attachement. Ce bébé connaîtra aussi son histoire dans l'histoire de ce couple parental avant de naître, mais aussi vivra la douleur de la blessure d'abandon, dans le déni de grossesse par exemple. Le langage du corps prend ici tout son sens. Le ventre ne s'arrondit pas malgré la présence de l'enfant. S'il y a une blessure du rejet, s'il n'était pas désiré, l'enfant le sait. La violence d'événements traumatiques vécus par sa mère comme un deuil, un accident corporel, des maltraitances, mais aussi à distance la souffrance d'un père qui, à l'aune d'un événement existentiel, se désinvestit de cette grossesse. Alors, comment s'autoriser à vivre en pleine santé quand on a vécu tant de tourments dans ce ventre de maman censé nous apporter douceur, joie et sécurité? Quand la maladie paraît, on s'interroge souvent sur le pourquoi. Pourquoi cette injustice? C'est difficile d'imaginer comment le lit de la maladie peut trouver des explications dans nos peurs, nos tristesses, des surprises ou du dégoût dans nos existences intra-utérines. S'en libérer devient alors une des clés pour vivre en santé. Pour conclure, la patiente dont j'ai parlé, qui représentait cette maladie cancer, comme un poignard planté dans son dos, eh bien, en séance, elle a ressenti l'infidélité de son père pendant la grossesse, en réentendant les sanglots de sa mère. Après cette séance, elle exprime avoir compris pourquoi toute son existence, elle a eu des relations conflictuelles et violentes avec son père, malgré un comportement paternel très aimant et soutenant, presque trop. Ici, l'émotion source, je l'ai dit tout à l'heure, était la trahison. Alors elle comprend aussi pourquoi ces relations se sont apaisées depuis l'annonce de la maladie. Elle est rassurée par la présence de ce père médecin qui l'accompagne dans tous ses rendez-vous médicaux. La maladie s'exprime ici comme un symptôme de la souffrance in utero de cet enfant dont la valeur est niée aux yeux de ce père occupé et heureux ailleurs. Mais aussi, il y a un bénéfice secondaire de ce rapprochement. Et ça donne toutes les clés à cette patiente pour adhérer au traitement, pour aller vers le care, vers le soin de soi, prendre soin d'elle, pour aller vers plus de santé et enfin accepter de guérir de ses blessures émotionnelles. Alors, je te remercie. Je vais schématiser un peu volontairement parce qu'en fait, juste avant, on a Sandrine qui nous fait un laïus politique engagé qui nous dit finalement le soin pour tous. Le soin n'est pas que le soin pour les émotions. Il y a de la place pour tous les genres pour aller faire du soin parce que le soin, ça correspond à une grande entité où chacun a sa place. Et là, c'est pour ça que c'est important d'entendre des personnalités différentes avec des vécus différents. On est plutôt sur une dynamique soin-émotion. On a tout de suite capturé le soin par les émotions et on a justifié, sans avoir de traitement du sujet par le spectre du féminisme, mais on a justifié ça par le fait que c'est naturel que la femme puisse accueillir ses émotions, comprendre ses émotions, même en essayant de la justifier. Donc Sandrine, elle était plutôt soin global, pas juste émotion et culture. Et là, on a soin, émotion et nature. Donc, on est vraiment sur un traitement du sujet
qui est très large, et c'est très bien pour la discussion qu'on aura, mais qui est très différent, en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est cette différence. Seulement, on ne laisse pas de place à celui qui n'a pas enfanté, à ce père qui s'est barré. Et si Isabelle Delattre avait pris la parole, et je m'autorise à faussement résumer la pensée d'Isabelle, donc on a plusieurs mouvements psychologiques qui expriment les motivations, parce qu'on a parlé beaucoup de valeurs aujourd'hui, les valeurs féminines. Les valeurs, c'est des motivations subjectives. C'est ça une valeur, la définition. Donc nos motivations peuvent être différentes. Isabelle Delattre aurait dit que Freud, c'est le sexe et les tensions psychiques qui sont dues aux pulsions sexuelles qui ne sont pas forcément gérées. C'est une façon de faire. Isabelle, qui fait des groupes de parole, qui est aussi une femme, elle travaille beaucoup avec Frankl, et donc la thérapie par le sens. Finalement, c'est le sens qu'on va donner aux choses qui va faire qu'on accepte un traumatisme. Et le troisième, et je me ferai corriger par Isabelle si besoin, c'est Adler, le père de la psychologie, qui disait que finalement, on est tous, en vivant, en train d'essayer de compenser un sentiment d'infériorité, en essayant d'avoir de la puissance. Voilà. Donc en fait, l'idée aujourd'hui, c'était de dire que finalement, on cherche à compenser en étant puissant. Mais si socialement, on a décidé que s'occuper de l'autre, c'était pas être puissant, il y a peut-être un sentiment d'infériorité de l'homme qui ne pourra pas compenser en faisant du soin. Alors que peut-être la femme n'a pas forcément ce sentiment d'infériorité à compenser. Donc changer le regard et la culture, ça permettrait à chacun de s'épanouir, y compris dans le soin. Et ça permettrait de faire venir les hommes aux soins. Donc si la femme, naturellement, elle était un peu plus prédisposée à donner d'elle-même et à être dans le soin, il faudrait qu'on comprenne pourquoi, pour pouvoir attirer l'homme et permettre aux hommes qui veulent soigner, justement, de pouvoir s'assumer. Donc en fait, on voit que le phénomène social, les rapports de force, la dominance, la façon dont la société regarde le soin, c'est quand même assez fondamental dans l'engagement des soignants. Et si les femmes s'engagent, et c'est une réalité objective sociologique, plus facilement dans le soin, il y a forcément des raisons peut-être naturelles, mais certainement culturelles. Et traiter le soin, effectivement, sous le spectre des émotions, c'est un peu aussi ce qu'on développe à l'Institut Raphaël, mais on a également des pôles nutrition, des pôles médicaux. On le traite de façon beaucoup plus large. Et c'est vrai que Anne et Isabelle, qui travaillent beaucoup sur la logothérapie et la thérapie par le sens, ont dans leur groupe de parole, et elle nous dira, Anne, tout à l'heure, on a un homme pour 8 femmes à chaque fois. Donc, il y a pour prodiguer des soins, on a moins d'hommes candidats, mais dans les ateliers collectifs, etc., pour se faire soigner, on a aussi une histoire de genre. Parce que si on a autant d'hommes que de femmes soignés de leur maladie, quand on veut s'occuper de la personne globalement, à l'Institut Raphaël, on a 24-25% d'hommes pour 75-76% de femmes qui acceptent de rentrer dans les parcours d'accompagnement. Et donc ça aussi, ce sera un autre sujet. Est-ce qu'on accepte tous de façon indifférente et dégenrée qu'on s'occupe de nous-mêmes dans un soin global? Est-ce que je peux rajouter une chose, Alain? Oui. Mon propos, c'était justement de démontrer que de ne pas inclure le père, donc le couple parental, c'est une mère qui accueille l'enfant dans son corps, évidemment, mais qu'il n'est pas question de se départir de ce rôle de responsabilité sur l'impact émotionnel du comportement du père, de l'associer complètement. Alors, moi, je ne comprends pas, en fait. Dans le sujet féminisme, la relation au père, à l'enfant, etc., c'est un peu compliqué. Donc, il faudra qu'on reprenne le temps de faire une vraie démonstration là-dessus. On a tous une perception qui sort de ce rapport à la filiation, mais dans la démonstration, il faudra qu'on essaye de travailler ensemble. Donc, pour qu'on avance, on va demander à Sherazade, qui est danse-thérapeute à l'Institut Raphaël et qui est en plus sophrologue par ailleurs, et qui sert d'interface avec l'association des patients et les soignants à l'Institut Raphaël, de traiter le sujet. Bon, bonjour à tous.